Du parti pris, donc un cycle sur mai 68, donc avec le livre des éditions de l'atelier mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu. Donc on commence avec Edoui Plenel aujourd'hui, et le 26 mai avec un petit film qui a été réalisé par Bruno Mazel et Giorgio Menegoni sur des entretiens avec ceux qui ont vécu 68, et aussi on fera venir des gens qui sont dans le livre et qui témoignent de leur mai 68. Voilà, donc je laisse la parole à Elliot qui va animer cette rencontre. Merci Kevin. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. On remercie Cinéma Le Castillet qui nous accueille dans sa salle, et surtout bonjour et merci Edoui Plenel. Bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Donc aujourd'hui on parle de mai 68 et son héritage, à mettre en parallèle avec notre mai 2018. Et donc la discussion va d'abord tourner autour du livre mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, donc, qui est sorti ce printemps. C'est issu d'une collaboration entre les éditions de l'Atelier et Mediapart. Et ça consiste en fait en un recueil de plus de 300 témoignages qui ont été lus, puis triés et ensuite mis sur papier par une chercheuse et deux chercheurs, Christelle Dormois-Rajramanan, Boris Gobil et Éric Neveu. Donc là, c'est pour les présentations, on va dire, officielles. Et vous, Edoui Plenel, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, sa genèse et en quoi qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui pour comprendre les 68? Oui. Donc, en fait, comme ça vient d'être dit, ce livre, c'est lié à Mediapart, est un journal participatif. Et qui dit journal participatif dit toutes sortes de partenariats, de relations, de complicité. Par exemple, avec l'atelier du parti pris qui a tenu la librairie pendant le festival de Mediapart à Paris. Donc, on a comme ça différents partenaires qui accompagnent, qui peuvent être aussi bien des librairies, des éditeurs, mais aussi des associations, des collectifs militants, des collectifs citoyens, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que les éditions de l'Atelier dans ce contexte et comment s'est traduit déjà ce partenariat? Les éditions de l'Atelier, c'est les héritières des éditions ouvrières qui sont nées du monde du christianisme social, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. L'actuel patron des éditions de l'Atelier a été secrétaire général de la JOC pendant quelques années avant d'être éditeur aux éditions de l'Atelier. Et avec les éditions de l'Atelier, pour comprendre comment ce livre naît de cela, en 2016, s'était nouée une complicité autour de choses que j'avais écrites déjà, qui était un hommage à ce qu'on appelle le Métron, du nom de son inventeur, un historien, Jean Métron, qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, qui est une œuvre immense, qui a commencé à être élaborée dans les années 50. Le premier tome est paru en 64. C'est quoi cette œuvre, qui est aujourd'hui en ligne? Le numérique a rattrapé le papier, qui comporte plus de 70 volumes en papier. Cette œuvre, c'était l'idée géniale de Métron, qui était de sortir de l'histoire des vainqueurs, de l'histoire des grands hommes, de l'histoire des grandes dates, et de redonner une visibilité, donc une noblesse, à ce qu'il appelait les obscurs et les sans grade, évidemment du point de vue de l'émancipation, du point de vue de toutes celles et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont lutté pour l'égalité, pour ce moteur de l'émancipation qui est l'égalité des droits sans distinction d'origine, de conditions, de naissance, de milieu, de croyance, d'apparence, de culture, de sexe, de genre, et ainsi de suite. Ce moteur infini qui fait qu'il y a toujours des droits à conquérir, des droits à défendre, des droits à inventer. Et donc, les animateurs des éditions de l'Atelier avaient vu que dans un livre qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, qui était Secret de jeunesse, j'avais dit comment j'avais, alors que c'est plutôt un usuel des bibliothèques, j'avais souscrit
à ce monument, j'avais les volumes chez moi du Métron, et quand j'avais un petit coup de mou sur vraiment, c'est pas demain, la veille, les lendemains qui chantent, du coup j'allais me balader dans le Métron. Et là, parfois 3 lignes, parfois une bio plus longue, parfois 20 lignes, je retrouvais toute cette armée de petits spectres amicaux, hein, de fantômes amicaux qui nous ont précédés et qui souvent n'ont pas vu leurs idéaux se réaliser, mais ont permis qu'après d'autres prennent le flambeau et que d'autres mènent ces combats. Et donc à chaque fois, voilà, on se dit, quand on se balade dans le Métron, faut arrêter de se lamenter. Il y en a d'autres qui ont vu bien pire, et faut continuer à frayer cette route, et puis à passer le témoin à d'autres, hein, des valeurs d'émancipation au nom de l'égalité. Et donc, connaissant cette complicité, en plus complicité avec un vieux camarade, Claude Pentier, qui était le successeur de Jean Métron comme artisan du Métron, complicité aussi qui rejoint ce qui a été fait là avec comment s'est élaboré le Métron. C'est pas un ouvrage académique fait par des savants qui en seraient propriétaires. Depuis son origine, c'est 1500 historiens, et y compris des historiens locaux. On en a parlé ici même à Perpignan. Il y avait un des contributeurs du Métron. Parfois c'est un prof d'histoire, parfois c'est un ancien syndicaliste, parfois c'est quelqu'un qui a fait de l'histoire sa passion, et non pas sa profession. Et puis là, en 2016, en fait, le Métron achevait un cycle qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'ils avaient fini de la lettre A 1789 à la lettre Z 1968. Donc le Métron terminait ce cycle 1789-1968, s'arrêtant avant mai 68, évidemment. Et donc ils se sont dit, on aimerait que ce soit pas justement simplement un objet voilà, pour savants ou pour professionnels ou pour culture militante très spécialisée. Montrer que c'est une œuvre-vie qui nous montre toutes sortes d'histoires qui nous parlent. Donc ils m'ont dit, ce serait bien, on va faire une collection de notices, et puis vous allez faire une introduction. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un gros livre, avec un petit essai historiographique sur quelle histoire raconte et pratique le Métron. Et puis après, j'en ai inventé un, à saut et à gambade, un petit parcours amoureux dans le Métron, partant du siège de Mediapart, qui est le lieu où est Mediapart dans le 12e arrondissement, et qui est un lieu historique des combats démocratiques et sociaux, comme on disait, les démosocs en 1848, et qui se termine pas loin d'ici, puisque mon parcours amoureux se terminait avec le chemin Walter Benjamin de Banyuls à Portbou, dans un hommage, c'était la notice biographique, la dernière, une femme, Lisa Fitko, hein, celle qui a fait, qui était cette Allemande anti-nazie, qui a organisé ces passages qui partaient à 4 heures du matin quand les gens allaient dans les vignes, avec les quelques personnes qu'elle faisait passer à la frontière espagnole. Alors voilà, complicité avec les éditions de l'Atelier, et ce livre sort en 2016. Et en 2017, Bernard Stéphan vient me voir, et c'est lui qui a eu l'idée. Il dit, mais on a une idée sur 68, et est-ce qu'on ne pourrait pas le faire aussi avec Mediapart? Et l'idée était dans l'esprit du Métron, les obscurs et les sans grades. C'est quoi l'histoire de mai 68, telle qu'on nous la raconte? D'abord, c'est une histoire très souvent confisquée. Vous voyez beaucoup de livres sur 68, y compris celui qui a été le premier, Génération, fait par Hervé Hamon et Patrick Rothman, où le dropping name, comme on dit, les noms cités étaient des noms postéromanes, c'est-à-dire c'était la postérité qui faisait la visibilité du nom. Par exemple, dans Génération, j'étais mentionné, moi je ne suis pas un 68ard, j'étais pas en 68 à Paris, je n'avais pas 16 ans encore, j'avais 15 ans donc en 68, et je vivais à Alger. Bien sûr que les événements m'ont concerné, comme toutes les générations de cette époque, mais je n'étais aucunement acteur. Et néanmoins, j'étais mentionné dans ce livre. Pourquoi? Parce que j'étais devenu journaliste avec une certaine visibilité au monde. Donc il y a un côté confisqué de cette histoire, un peu à l'image
comment Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit revisitent la France pour le cinquantenaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la visibilité des personnes, c'est la notoriété sociale des personnes qui leur donnerait une légitimité à parler de 68. Et c'est évidemment, au-delà de la captation que ça peut faire, ou parfois des gens qui se sont beaucoup éloignés des idéaux de mai 68 en parlent, et donc trahissent un petit peu ces idéaux, ou les abîment. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui n'est pas juste, parce que justement, 68 est un ébranlement général de la société, dans tous ses secteurs, à l'entreprise, à l'université, au lycée, dans la famille, dans la sexualité, dans les organisations chrétiennes, dans les syndicats, dans tout. Voilà, toute la société est ébranlée, et c'est cet ébranlement-là qu'il faut raconter. Et donc, il y a eu ça d'abord. Et puis, deuxièmement, il y avait l'autre idée de se dire, justement, ce côté, comment rendre compte. C'est très difficile de rendre compte de mai 68, enfin de mai-juin 68, parce que c'est pas une histoire qui est réductible à ses porte-paroles officiels, à ses organisations. À l'exception, je dirais, d'un courant politique, la plupart des courants politiques de l'époque ont été dépassés par l'événement, n'ont pas collé à l'événement lui-même, y compris des forces dites d'extrême gauche, ont ignoré l'événement au départ, l'ont jugé aventuriste, n'ont pas voulu participer à la nuit des barricades, ont eu des attitudes de retrait. L'événement a échappé à ceux qui prétendent être, on en parlera peut-être, les avant-gardes, qui savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et à l'exception, c'est immodeste ce que je dis, pas pour moi, pour le courant concerné, je pense du courant que moi j'ai rejoint après, celui à l'époque de la jeunesse communiste révolutionnaire, et pourrait-on dire un peu du PSU, du Parti Socialiste Unifié, que l'homme qui nous accueille, Jacques Fonte, connaît bien, puisque c'est lui qui a éteint la lumière du Parti Socialiste Unifié. Je fais cet outing avec autorisation. Voilà. Donc, beaucoup d'autres organisations, dans les courants aussi bien maoïstes ou certaines organisations trotskistes sectaires, évidemment, ont tenu à distance cet événement. Donc, alors, je ne parle pas en plus des organisations traditionnelles, SFIO, Parti communiste, etc., qui ont été évidemment également dépassées et ébranlées. Donc, comment rendre compte d'un événement multiforme, multicausal, et justement, un événement, je le dis dans la postface que j'ai fait de ce livre, ce terme événement a du coup été travaillé dans la foulée de mai 68 par d'abord un livre qu'ils ont fait à trois, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis et Edgar Morin. Lefort et Castoriadis, c'était les animateurs de Socialisme ou Barbarie, hein, une dissidence de l'après-guerre du mouvement d'opposition de gauche au stalinisme, et Edgar Morin, qui lui vit toujours, et qui aura 97 ans, bon pied, bon oeil cet été, vous le connaissez bien sûr. Et Edgar Morin va continuer, il va faire un numéro de communication qui sera de la revue qui existe toujours, revue du laboratoire de sociologie qui est le sien. Il va faire dans ce numéro un numéro qui est justement sur la notion de l'événement. Et ça, on est au cœur, y compris du débat qu'on va peut-être avoir 2068-2018, c'est l'événement. Comment l'événement, c'est l'imprévu, c'est l'imprévisible, c'est l'inattendu. Et son article, c'est très intéressant, s'appelle l'événement sphinx. Hein. Comment l'événement est une énigme, hein, et qu'il faut faire parler. Donc du coup, je suis trop long, mais je vous ai juste bien posé le décor. Du coup, on s'est dit, on va utiliser et montrer les vertus. Le digital, le numérique, et Mediapart essaye de le montrer, c'est pas forcément les fausses nouvelles, c'est pas forcément la haine sur les réseaux sociaux, ça peut être une arme démocratique formidable, une arme de partage, de délibération, de coélaboration. Et donc du coup, en fait, et en très peu de temps, on a le billet de blog a été mis sur Mediapart, dans le club de Mediapart en juin, et on a terminé la collecte en septembre. Hein, c'est-à-dire en 4 mois, on a lancé un appel à contribution dans la partie donc qui est en accès libre de Mediapart. Et on a dit, voilà, celles et ceux qui l'ont vécu, c'est-à-dire quelque âge que vous ayez eu à ce moment-là, quelques milieux où vous étiez, on ne demande pas de label, est-ce que j'étais engagé ici, là, voilà, on vous demande
d'envoyer vos témoignages, témoignages écrits, un souvenir, témoignages photos, témoignages, voilà, et ainsi de suite, documents, etc. Et il y a tellement de documents d'ailleurs que les 3 chercheurs ont décidé de continuer à les étudier avant de les verser dans un fonds d'archives, parce que c'est très riche, hein, il y a encore de quoi faire, et d'ailleurs, ça continue, puisque vous pouvez trouver dans le club participatif de Mediapart tout cela encore. Donc on est face, comme je le dis dans ma postface, c'est une histoire participative. Je pense, ce livre est le plus 68ard des livres qui sortent pour ce cinquantenaire. Parce qu'il a été fait comme ça, et donc il explique... Il y a cette introduction des 3 chercheurs qui après ont été maîtres. Mediapart ne fait qu'accompagner, on n'est pas co-éditeur, on soutient, hein, on soutient ce livre qui a le soutien aussi du Centre national du livre. Et nous, on accompagne ce qui est pour moi une bonne action mémorielle, c'est-à-dire non pas un passé mis sous cloche, non pas un passé antiquaire, hein, qui serait un passé figé, un passé mort, etc., mais plutôt un passé plein d'à présent, et que vous retrouvez dans la polyphonie de ce récit. Et je crois qu'il y a certains contributeurs d'ici qui sont dans la salle. Et voilà, après, il faut se promener. C'est à l'image du Métron. Bah, ça rend enthousiaste et ça redonne la pêche pour ceux qui ne l'auraient pas. Ouais, c'est tout à fait, enfin, à la fin du livre, c'est ce que je me disais aussi. Souvent, on a l'expression ivresse collective, donc ceux qui ont écrit les témoignages, souvent ça revient, mai 68, c'était une ivresse collective, et à la fin de la lecture, moi c'était pareil, j'avais l'impression d'avoir vécu en 68, de rentrer des manifestations, ou d'avoir entendu à la radio ce qui se passait à Paris, alors que moi j'étais en province, où il y en a un qui est au Maroc aussi. On retrouve en fait ce partage d'ivresse collective, le livre le rend bien, et c'est aussi un bon travail. Alors, les auteurs ne sont pas forcément historiens, mais c'est un... Éric Neveu est sociologue. Voilà, c'est ça, c'est plus les sciences humaines ou sciences sociales, mais on retrouve en fait les vertus de la micro-histoire qui, en fait, justement fait parler, part d'un contexte très localisé, souvent individuel, pour ensuite expliquer les événements qui environnent les acteurs. Et donc là, on part des acteurs pour parler de mai 68, et ça permet beaucoup de choses. Ça permet aussi déjà ressentir qu'est-ce qui se passait. On a les bruits. On a un lycéen qui raconte comment, enfermé dans l'internat à Paris, au lycée Descartes, je crois, entend la nuit des barricades le 10 mai. Il entend les cris, il entend la police. On a aussi un autre étudiant qui pour lui, 68, c'est avant tout la liberté avec l'odeur des grillades. Et donc c'est très intéressant en fait d'entendre, de sentir, de voir. On a aussi une étudiante qui raconte toute la démonstration de force de la police, comment elle s'organise. Et elle compare ça en fait à une pièce qui va petit à petit se mettre en place, même plutôt un opéra, et qui d'un coup ensuite s'élance face aux étudiants. C'est très intéressant d'avoir ces perceptions. Mais c'est très juste que dites sur la micro-histoire, parce que, compris quand j'avais travaillé sur le Métron, j'avais parlé, vous connaissez cet historien italien qui s'appelle Carlo Ginzburg, hein, c'est lui qui a théorisé ça, l'idée que si on veut vraiment comprendre le passé, et justement ne pas tomber dans le piège du récit des vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont survécu, qui ont gagné le pouvoir, donc qui ont la maîtrise du récit. Donc il faut retrouver, c'était quoi vivre à Rome au 1er siècle, c'était quoi la réalité concrète du Moyen-Âge, c'était quoi le quotidien pendant la Révolution française, etc. Et là, justement, ça se fait et ils l'ont repris beaucoup, y compris c'est repris par Ludivine Bantigny dans son histoire de 68, c'est l'idée d'une histoire sensible. Une histoire sensible. C'est-à-dire une histoire qui ne se ramène donc pas simplement à des dates, à des textes, à des documents, mais qui se ramène aussi à cette sensibilité du vécu. Parallèlement, en histoire, hein, vous le savez, dans le même moment où, parce que l'article fondateur de Carlo Ginzburg autour de cela est de 1980, si je ne me trompe, donc il y a un peu plus de 30 ans, et en même temps, dans la foulée, et c'est un effet de 68, dans la foulée de 68, par exemple chez les historiens, il y a eu la vague immense sur l'histoire orale. Hein. C'est-à-dire on va, pareil,
la même démarche, hein. On va donner la parole à ceux qui sont les obscurs et les sans grade, hein, qui sont anonymisés quelque part par la société, par la mémoire. Eh bien, on va aller leur redonner vie par une histoire orale, et une histoire orale qui sera forcément pluritemporelle, parce que l'histoire orale, elle transmet à la fois ce que le témoin a vécu, mais aussi du passé qui lui préexiste, hein. Il trimballe aussi l'histoire qui lui a été transmise. Ça a été énormément fait pour refaire vivre l'histoire populaire, l'histoire des paysans, par exemple, sur une société industrielle, urbanisée, hein, de conquête, de domination, qui efface le monde paysan. Et donc, on est au cœur de ça. Mais j'insiste, c'est ce qui est très... Justement, la force aussi du livre, et le rythme, parce que ça a été très bien construit, c'est que, justement, c'est pas de la nostalgie. C'est pas « Ah, comme c'était le bon temps ». Non, c'est au contraire. Y compris, il y a parfois de la tristesse, de la dureté. Mais ce qui, moi, me frappe, et là, on rejoint à propos de ce que je disais tout à l'heure sur l'émancipation, qui est très fort. C'est au fond une expérience démocratique. 68, c'est évidemment un grand mouvement de la jeunesse, c'est évidemment la plus grande grève ouvrière de notre histoire. Ne jamais oublier de le rappeler, y compris les plus jeunes générations qui sont insuffisamment syndiquées. Hein. Premier combat, quand on a des idéaux, pour moi, c'est de se battre là où on a un travail. Et je souligne ça parce que, par exemple, ce détail tout simple, le fait que des syndicats soient à l'intérieur du périmètre d'une entreprise, qu'il y a des panneaux syndicaux, qu'il y ait un local syndical pour les délégués et tout, c'est une conquête de mai 68. Avant, syndicat, c'était en dehors. Hein. Ils n'avaient pas droit de citer directement dans l'entreprise. C'est tout bête, hein, mais hein, je parle de choses qui ne sont pas simplement des revendications salariales, qui est le rapport de force, hein, par rapport à la loi d'airain du capital. Et donc, bon... mobiliser ce mouvement de la jeunesse, évidemment, cette grève, cette plus grande grève ouvrière de notre histoire, et évidemment, grève générale, et évidemment la dimension internationale, puisque le 68 français fait écho à toutes sortes de bouleversements dans le monde et de solidarité, hein, aussi bien ce qui se passe au Vietnam, en Amérique latine, dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Afrique, avec où il y a encore des guerres coloniales, et tout ça est très présent. Mais le fil conducteur qu'il y a dans le livre, et qui est là, pour moi, au cœur de notre présent, c'est l'expérience démocratique. Ce que j'ai un peu dit en parlant des avant-gardes tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est cette élaboration démocratique. C'est d'une démocratie radicale, prise vraiment dans sa radicalité du n'importe qui de la démocratie. Hein, du n'importe qui de la démocratie, qui coélabore, qui fait des erreurs, qui a des excès, qui a tout ce qu'on veut, mais qui du coup invente, et qui du coup crée de l'irréversible. Et crée... Mais 68 n'aura pas changé nos institutions, n'aura pas changé le cours fondamental de la vie publique française sous la Ve République. On le sait tous, puisque le président qui sera élu 13 ans après, au fond, comme une fin de cette vague, François Mitterrand, sera celui qui va consolider ces institutions et faire que nous sommes encore plus aujourd'hui dans ce présidentialisme, césarisme, bonapartisme totalement confiscateur, hein, de notre volonté collective. Mais en même temps, mai 68 créera un ébranlement très profond. Hein, un ébranlement très profond, encore une fois, dans toutes les dimensions de la société, et qui est une expérience incomparable. Ça n'a pas changé tout en haut, mais ça a changé, diffusé en profondeur dans les changements dans les relations de travail, dans les relations dans la famille, dans les relations entre générations, dans les relations entre éducateurs et éduqués, etc. Et on se voit bien que, au fond, dans tous les retours conservateurs que nous vivons depuis quelques décennies, au fond, c'est là-dessus qu'ils veulent revenir. C'est aussi là-dessus qu'ils veulent revenir. Parce que il y a toute cette idéologie néoconservatrice qui a aujourd'hui pignon sur rue, c'est cela qu'elle ne supporte pas. Hein, c'est cette façon dont il y a eu une dynamique collective qui, au nom de droits collectifs, a fondé des libertés individuelles.
une relation entre le nous et le un. Une relation entre le fait de dire je et de pouvoir dire je tout en faisant et en construisant du nous. Hein, et un nous qui ne soit pas d'écrasement du je, des individualités, des minorités, des spécificités, et de toute la diversité qui fait la richesse d'un peuple. Et oui, en vous écoutant, là, je pensais à justement, c'est quelque chose qui me tracasse. Ça me tracasse pas trop, mais justement, trouver 68, on a une vision très collective. On a l'impression que des groupes se sont levés, donc des fois les ouvriers, les étudiants, les femmes, des ouvriers immigrés, comme s'ils se levaient d'un seul élan, alors que grâce au livre, et aussi quand on étudie un petit peu, on voit que c'était beaucoup plus complexe, que dans certains cas, les étudiants étaient bien accueillis dans l'usine, dans d'autres cas, non. Parfois aussi, des femmes se sont retrouvées dans l'usine de manière un peu incongrue pour éviter la police, mais se dirigeaient pas vers l'usine, sauf que d'un coup, les ouvriers se sont mis à les défendre, et donc là, il y a eu un cas de fraternisation, en tout cas une jonction. Et donc on voit bien que mai 68 est beaucoup plus complexe, puisque c'est, comme vous dites, une expérience démocratique. Ça revient souvent dans le livre. Les gens disent on a parlé. C'est cette parole, cette libération de la parole qui a beaucoup marqué les gens. Ils ont osé s'exprimer. Et on est aussi dans les années 60 où, sans partir dans la psychanalyse, mais on a un petit peu un désir de jouissance individuelle. Avec, par jouissance, j'entends juste, en fait, il y a d'un côté l'émancipation, mais aussi il y a la lecture qui va grâce au livre de poche, beaucoup plus de personnes vont se mettre à lire tout seul. La musique, qu'on va aussi apprécier d'une nouvelle manière. Le théâtre, quand l'Odéon était occupé par le Living, on a invité les spectateurs à venir sur scène masser les acteurs, donc c'était aussi une expérience très individuelle, mais dans un collectif. Et aujourd'hui, je me demande, donc pour essayer de faire un rapprochement entre notre époque et celle de 68, donc les années 60, 70, c'est l'historienne Zaccarini Fournel, justement, parle de 68 comme l'épicentre d'un séisme qui durerait de 62, 63 jusqu'à 81. Et donc, ces 2 décennies, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi, c'est une question un peu dure de répondre à un pourquoi, mais qu'est-ce qui fait que le collectif aujourd'hui, tout le monde a envie de collectif, mais lorsqu'on essaie on voit bien aujourd'hui, lorsque les syndicats ou les partis essaient de se mettre ensemble pour une manifestation, ça part dans tous les sens. À votre avis, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces 2 décennies de séisme politique avec 68 comme épicentre, et aujourd'hui? À soi seul, ce serait un livre, mais je jette, puis peut-être, parce que quand même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des choses à dire et à témoigner, et elles sont plus pertinentes que moi. Moi, comme je l'ai dit, j'étais à Alger, j'écoutais au transistor Europe 1. On avait mis un petit carnet rouge, il se trouve qu'il était rouge, auprès du transistor, et la personne qui passait dans l'appartement, mon père, ma mère ou moi, selon celui ou celle qui était présent, notait. Et je l'ai longtemps gardé, et hélas, je l'ai égaré, ce petit carnet rouge. Et on notait, juste pour que les autres sachent s'il n'y avait pas la mémoire numérique, il n'y avait pas... Voilà, et donc pour savoir ce qui s'était passé. Et après, évidemment, j'étais dans un lycée français, un des 2 lycées qu'il y avait encore en Algérie, le lycée Victor Hugo, mais qui est un lycée avec beaucoup d'élèves franco-algériens ou algériens, et nous l'avons mis en grève à la rentrée suivante. Après, voilà, on a fait notre propre journal, lycéen, tout ça, enfin bon, c'est banal, mais tout l'onde de choc était là aussi. Mais pour répondre à la question, je vais dire des banalités c'est cette période, au fond, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, qui est une période unique, et qui est une période unique à la fois dans sa phase de développement, sa phase d'expansion culturelle. Le basculement dans notre pays se fait dans les années 50, au milieu des années 50, entre un pays à majorité rurale et paysanne à un pays majoritairement urbain et industriel. Donc tout ça, c'est un bouleversement, et dont
quand on le regarde il ne faut pas le regarder avec nostalgie, il faut comprendre aussi ce qu'il a voulu dire. Hein. Il a voulu dire que, en fait, et c'est ça la leçon politique qu'il faut retenir, c'est que ces 30 glorieuses, elles sont venues après un grand coup de massue. Et la compréhension forcée sur des montagnes de cadavres, qu'un monde où il y a des injustices trop criantes, où il y a une arrogance de classe évidente, où il y a une violence de domination persistante, eh bien c'est un monde qui finit par devenir invivable. Et ce monde-là, inévitablement, il court à la guerre. Nous y sommes. Vous entendez les bruits. Ce n'est pas que des tweets, ce que fait M. Trump, c'est aussi des actes. Donc, en clair, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a eu une... Voilà, il faut se dire que ces 30 glorieuses sont un moment très fragile. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée à Paris en 1948. Ça va faire 70 ans à la fin de l'année, mais voilà, c'est un moment, une prise de conscience, quand même. Ça a été, voilà, où on a emmené le monde. Et même, il y a 30 autres années, là, eh bien, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'il y a eu une contre-offensive et qui nous amène, pour moi, selon moi, à la même situation. Le livre de Piketty, vous savez, sur le Capital, raconte très précisément comment nous sommes arrivés dans le monde et dans notre pays au même type de niveau d'inégalité entre les très très riches et globalement la majorité de la population que ce qu'on appelle la Belle Époque, fin 19e, début 20e. Celle qui va mener à la Première Guerre mondiale et à cet aveuglement de somnambule, comme l'a dit un historien, qui a mené au début de la catastrophe européenne. Et donc, je dis ça parce que c'est ça, notre premier problème, c'est ça, il y a eu une contre-offensive. Et globalement, les gauches, dans leur diversité, n'ont pas su trouver la parade. N'ont pas su trouver la parade, parce que ça correspond aussi à une révolution industrielle, donc une modification aussi des classes populaires, des classes de travail, du rapport au travail. Cette révolution digitale, ses conséquences à l'échelle mondiale sont encore nouvelles pour nous. Hein. Tout ça est récent, tout ça est en chemin. Hein. Ça crée des progrès, mais aussi des régressions, des nouveaux défis. Et puis en même temps... a fait retour dans cette régression, parce que c'est une des clés aussi de ce qui se passe dans ces années mai-juin 68, a fait régression ce que nous appelions, et que j'appelle toujours, et que je revendique toujours, l'internationalisme. Hein. Cette idée qu'on ne peut pas penser son émancipation sans penser le monde. Hein, sans penser le lien avec le monde, qui a fait nos richesses, qui a fait ce que nous sommes, qui est là, qui est présent. Et nous voyons bien que ce monde invivable, dans les injustices qu'il crée et les menaces sur le tout vivant, la dimension écologique, eh bien ce monde, eh bien, que fait-il? Il devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus vertical, de plus en plus brutal, y compris dans son expression politique, selon les pays. Vous avez une variante soft sous nos yeux aujourd'hui avec Napoléon III bis, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Mais je la surnomme comme ça, parce que l'image de la modernisation autoritaire, hein, voilà, je sais mieux, hein, je vais faire à votre place, je vais décider ce qui est bien pour vous, et autrement, vous dites des bêtises, c'est moi qui sais. Il voulait fêter mai 68. Hein. Comment? Il voulait faire un anniversaire il pour a vite renoncé. Vous serez venu Non, mais d'ailleurs, je lui pose la question, rappelez-vous, lors de l'entretien, je lui dis, et les CRS dans les facs, c'est votre façon de fêter l'anniversaire de 68. Et là, il a une sorte de bâillement, il est un peu scotché, et il ne s'empare même pas, et il n'a même pas une réflexion. On lui a même servi à un moment une perche, puisqu'il se réclame de Paul Ricoeur. J'ai édité, obtenu la réédition à l'amabilité des éditions du Seuil d'un livre paru en mai 68 sur la presse, le pouvoir et l'argent, de Jean Schwebel, préfacé par Paul Ricoeur, et où il y a une phrase qui est tout à fait destinée à Emmanuel Macron, où Paul Ricoeur parle,
il était patron de département de philosophie à Nanterre, hein, donc il va en démissionner par solidarité avec les étudiants. Et Paul Ricoeur parle de cette confiscation, hein, exactement, cette idée du pouvoir confisqué. La confiscation, soit par les intérêts économiques, soit par les sachants politiques. Hein, et il dit ça. De la force. Ouais, et voilà. Et on lui sert cette phrase. Je l'avais passée à Bourdin. C'est Bourdin qui la lui cite, et il n'en fait rien, hein, pour dire que tout ça, et voilà, si, tout ça, il n'y a pas de sincérité derrière tout ça, ni de sensibilité, pour reprendre la formule. Et donc, je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a cette offensive néoconservatrice depuis 30 ans, dont les trois ingrédients, nous les connaissons. Hein, c'est cette tendance à faire reculer les droits et les libertés fondamentales, donc les pouvoirs autoritaires verticaux. Ça a été quand même jusqu'à la torture qui a fait retour officiellement au cœur d'une grande démocratie mondiale, et qui y est toujours, puisque la patronne de la CIA, qui vient d'être nommée, devrait être déférée devant la Cour pénale internationale, plutôt qu'être nommée à la tête de la CIA, puisqu'elle fut responsable du programme de torture, et qu'elle a dirigé elle-même des centres secrets de torture, notamment un en Thaïlande. En Irak ? Celui qu'elle a dirigé, c'est plutôt en Thaïlande, je crois. Hein. Elle était responsable du programme, mais elle a dirigé, un centre, parce qu'il dispersait dans des prisons secrètes dans le monde entier. C'était pendant la guerre d'Irak, je crois. Oui, c'était voilà. Bien sûr, le programme de torture, c'est après le 11 septembre, c'est pas la guerre d'Irak, c'est après le 11 septembre. Dans la traque, la traque, il est autorisé, c'est le fameux texte qui est voté avec un seul parlementaire qui s'y oppose, qui est le Patriot Act, qui est voté, et c'est dans la foulée qu'ils peuvent faire ça, sous le choc de la terreur, la politique of fear, la politique de la peur. Ayez peur, je m'occupe du reste. Donc premièrement, cette tendance à l'autoritarisme qu'on voit partout, dans différents contextes. On la voit au Brésil, on la voit en Turquie, on la voit chez Poutine, on la voit en Chine. On peut multiplier les exemples, et on la voit dans des versions encore plus terribles. Je pense à l'Égypte. Et ensuite, deuxièmement, évidemment, une politique de plus en plus de défense d'intérêts économiques minoritaires assumée, qui va avec l'évasion fiscale, qui va avec un monde offshore, qui va avec... Bon. Et du coup, comment ils vont faire ça? Comment ils vont faire tenir ça, passer ça? Parce que tout le monde prend conscience de ça, et tout le monde est en révolte contre ça. Et là, c'est le vrai poison depuis 30 ans. Et c'est pour moi la clé. Bon, c'est le poison identitaire. Identitaire comme identité de clôture. Nous avons tous des identités, mais les vraies identités réelles sont de relations. Il n'y a pas d'identité à racine unique, close, fermée. Et donc c'est le poison identitaire, le poison de la clôture, de la fermeture, de la haine de l'autre, de la quête du bouc émissaire, qui est à l'œuvre, et qui est à l'œuvre de manière créant de la confusion, gangrénant. Regardez ce qui se passe en Italie, un mouvement né de la lutte contre la corruption, du refus de la classe politique traditionnelle, avec une dimension populaire, avec Beppe Grillo, un humoriste, etc. Et on va rénover tout ça. Et ce mouvement qui se veut moralisateur de la vie politique, il n'est pas clair sur sa relation au monde. Il n'est pas clair sur ce lien avec le monde. Et comme il n'est pas clair sur ce lien avec le monde, par exemple, notamment sur la question des migrants, des demandeurs de refuge, il n'a pas du tout été au rendez-vous, lui, de la mobilisation de la société italienne, eh bien la dérive est possible. Et donc il fait alliance, vous le voyez là, on attend le nom du Premier ministre, avec la Ligue, ex-Ligue du Nord, qui est plus à droite que le Front National, qui parle sans problème de grand remplacement. Cette formule qui est faite pour qu'un jour... pousser le peuple à expulser une partie du peuple. Si on dit grand remplacement, c'est une formule potentiellement meurtrière. C'est l'idée qu'il y a dans notre peuple des gens, par leur couleur de peau, par leur culture, par leur origine, qui veulent nous remplacer. Et on crée cette idéologie-là, ce fantasme-là. Et en créant ce fantasme-là, on dit si on veut éviter qu'ils nous remplacent, eh bien il faut les faire remigrer. C'est ça leur discours. Donc il faut les sortir. Et donc les effacer. Je mets cette alerte-là parce que ce ne sont pas des idéologies, ce n'est pas une idéologie comme une autre, ce sont des idéologies potentiellement meurtrières. Bon. Et donc je pense, pour résumer, la vraie question qui nous est posée, c'est comment garder le cap, c'est ce que je disais dans le voyage en terre d'espoir, d'une exigence démocratique radicale,
et d'un souci du monde radical, d'une exigence démocratique radicale. Parce que je pense que dans des temps troublés comme les nôtres, où il y a évidemment beaucoup de chagrin politique, de défaites politiques, d'erreurs politiques, l'histoire du stalinisme a eu des conséquences terribles sur l'histoire de la gauche. Eh bien, s'il y a ça, on est intelligent à plusieurs. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas un leader qui va nous donner la solution à lui tout seul. Et prendre ça, c'est se déposséder. Et je pense que dans le moment actuel, il ne faut surtout pas. Et c'est un enjeu très concret. Quand on voit les débats qui ont lieu l'été dernier, puis à nouveau maintenant sur les mouvements sociaux qui ont lieu là. Il n'y a pas de formation propriétaire d'un mouvement social. Et le mouvement social, c'est son autonomie qu'il doit défendre, son indépendance. Et toutes les tentatives d'une formation, en l'occurrence, il s'agit de la France insoumise, de dire le mouvement social, c'est moi, très bien, venez au banquet si vous avez envie, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Et le mouvement social, il est divers et il est pluriel. Et il n'a pas un porte-parole. Autrement, et c'est le contraire de mai 68, autrement on ne lui permet pas d'inventer par lui-même, d'inventer des solutions par lui-même. Hein. Et attention à cette logique-là où en plus les partis sont critiquables, certes, ils ont eu beaucoup de défauts, mais ils ont des histoires, ils ont des statuts, ils ont des règles, ils ont des commissions de contrôle. Hein. On fait table rase de tout ça, et du coup, la base, elle a les maîtrises de quoi, hein. Qui décide, qui parle, qui fait le communiqué, voilà. Et je dis ça parce que c'est au-delà de la sincérité de ceux qui pensent que c'est une bonne façon de faire, je pense que ce raccourci est une impasse. Je pense que la seule façon de construire un rapport de force pour défendre ces idéaux d'émancipation, de liberté, d'égalité, de fraternité, parce que je pense qu'ils ont un sens encore plus vif, ce ne sont pas des mots morts, hein, eh bien, c'est une élaboration collective, c'est une écoute collective, c'est une parole collective, hein, et où on s'écoute chacun. Et la deuxième dimension, je crois, la deuxième jambe, hein, pour marcher sur deux jambes, c'est évidemment le souci du monde. Il n'y a pas de solution tout seul. Il n'y a pas de solution dans le repli. Il n'y a pas de solution sans la compréhension du monde. Et sans, je l'ai dit, Mediapart, on a pris position là-dessus, c'est devenu même un petit manifeste, c'est la question de ce point de vue des migrants, des vagues de demandeurs de refuge, est une question décisive, est une épreuve morale. Et je pense vraiment que de la même manière que nous disions dans ces années-là qu'un peuple qui en opprimait un autre ne pouvait être libre, un peuple qui ne sait pas être au rendez-vous des solidarités élémentaires avec des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, qui demandent des choses élémentaires, simplement de pouvoir vivre dignement, d'échapper à des désastres guerriers, à des désordres climatiques, à des injustices sociales, à des dénis démocratiques, en clair, qui ont le droit de se déplacer, qui ont le droit d'échapper au hasard malheureux de la naissance. Eh bien, je pense qu'un peuple qui ne sait pas être au rendez-vous de cela, qui ne sait pas prendre sa responsabilité, quelles qu'en soient les difficultés concrètes, etc., eh bien, il ne saura pas être au rendez-vous des solidarités pour lui-même. Parce qu'il commencera à apprendre l'égoïsme, il commencera à apprendre l'indifférence, il commencera à apprendre le refus d'être solidaire et hospitalier. Et du coup, il se laissera aller à la guerre de tous contre tous. Pour moi, s'il y a un présent de 68, il est là, cette radicalité démocratique et ce souci du monde. Ouais, c'est voilà, la radicalité de l'action et aussi d'assumer ses choix, de le dire en fait, comme ça a été fait en 68 où des nouvelles actions, de nouvelles formes d'action et de mobilisation ont été créées, souvent aux États-Unis, mais aussi au Japon, aux Pays-Bas, avec les étudiants qui avaient théorisé en fait comment faire une petite bataille de rue face à la police. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup au Black Bloc aujourd'hui, hein, où vous voyez l'idée c'était de casser sans piller. Donc on peut penser au Black Bloc qui aujourd'hui sont... peut-être ça revient avec des gens qui viennent de toute l'Europe. On a aussi la ZAD, donc ces petits mouvements, quand je dis petits, par rapport à l'ampleur de mai 68, hein, je les réduis pas, mais voilà, on a ces mouvements qui sont... Donc ils assument leur
leur manière de faire. Ils assument ce qu'ils pensent et ils le font surtout. Ils n'attendent pas justement d'avoir l'accord d'un parti ou d'une personne moralement plus haute. Il y a pas moins de hiérarchie en fait, c'est ça aussi. Il y a une autre idée derrière tout ça qui est... Et alors, j'ai trouvé récemment, je ne savais pas que... Je disais ça souvent et j'ai découvert que dans les carnets qui ont été édités de Camus, à un moment, il écrit cela. En clair, que la démocratie, c'est pas la majorité, c'est le respect des minorités. C'est pas la loi de la majorité, c'est le souci et le respect des minorités. Et là, il y a quelque chose de très important par rapport au dogme partout. Hein. En clair, désinstaller de ceux qui disent, au fond, voilà, on est la majorité, donc on a le vote pour nous, on a la légitimité pour nous, et donc la délégitimation de tout ce qui est minoritaire. Or, quand on prend la longue durée des droits que nous avons conquis, eh bien, le levier, ça a toujours été des minorités. Pas forcément des minorités quantitatives, mais des minorités construites en statut de minorité politique. Je prends souvent deux exemples, enfin trois même, pour le montrer. Premièrement, c'est le mouvement ouvrier. Dans le livre sur le Métron, j'avais réexhumé la personne qui a été la cheville ouvrière dans les années 1850 du 19e siècle, de l'appel des 60. À l'époque, il n'y a pas de parti socialiste, il y a le manifeste communiste, mais il n'y a pas de parti communiste. Hein, et simplement, il y a des républicains démocratiques et sociaux qui, en fait, parlaient au nom du peuple travailleur, qui étaient des médecins, qui étaient des avocats, qui étaient des journalistes, etc. Bon, qui étaient des gens qui ne défendaient pas les intérêts de la classe sociale